Donc en fait, ce que je voulais montrer au travers ce titre, la dune, le lançon, le loup et le fou, c'est montrer que tout est lié. Donc quand on parle de dune, c'est un habitat parmi d'autres, mais c'est un habitat qui doit certainement, on va essayer de le démontrer, jouer un rôle important pour le lançon, qui lui est la proie du loup, le bar, forcément, le loup-bar, enfin bon, c'est un petit clin d'œil, et le fou de Bassan, mais qui n'est qu'un des oiseaux qui va consommer ces lançons, et le loup n'étant qu'un des poissons qui va les consommer également. Alors, sur cette diapo, c'est simple, je suis allé sur Géoportail, et puis j'ai fait afficher l'Atlas sédimentaire mondial. C'est un petit peu, j'aurais pu avoir des cartographies un petit peu plus fines, mais c'est même pas certain que j'aurais eu vraiment des cartos très très fines, des cartographies des fonds marins très très fines, aux échelles qui nous intéressent, parce que tout n'est pas cartographié encore, même s'il y a eu des très gros efforts de fait ces dernières années. Alors ce que je voulais que vous aperceviez ici, sur cette côte, en gros c'est le golfe normand-breton. Alors on parlait de Dinard tout de suite, ma station marine est là, nous aujourd'hui nous sommes ici. L'idée c'était de vous montrer la diversité de ces habitats marins. Et chaque habitat marin a un rôle, et c'est parce qu'on a une diversité d'habitats marins qu'on va avoir une diversité de la biologie. Alors, parmi tous ces jeux de couleurs, eh bien, ce qui va nous intéresser, c'est toutes ces couleurs qui vont du jaune au, on va dire, orange. Et vous voyez que le jaune, ce sont les bancs de sable. Le orange, c'est du sable un petit peu plus grossier avec des cailloutis. Et l'exposé d'aujourd'hui va parler de ça. Alors, c'est quoi ? Une dune, c'est autre chose qu'un banc de sable. Une dune, c'est en fait une formation qui est mobile, contrairement aux habitats sableux qui, eux, sont plutôt fixes, relativement parlant, parce qu'il peut y avoir des algues qui les fixent, un petit peu comme les herbes sur la prairie, ou tout simplement parce que c'est relativement compact et que les courants marins ne permettent pas un renouvellement permanent. Les dunes, c'est un peu comme les dunes évidemment terrestres, c'est des formations de sable extrêmement mobiles. Elles sont façonnées par les courants, et donc c'est façonné par les courants, et leur hauteur va varier de quelques centimètres à plusieurs mètres, jusqu'à 20 mètres, 30 mètres. Alors là, vous avez une manière de représenter ces dunes. C'est comment dirais-je, des fauchées qui sont faites sur des largeurs qui ne sont pas très grandes. Vous voyez l'échelle, 100 mètres, et on va voir, grâce à des images acoustiques au sonar latéral, on va voir qu'on a des formations avec des petites mégarides de 3 à 6 mètres de longueur d'onde. On peut avoir des mégarides plus grandes de 6 à 10 mètres de longueur d'onde, c'est-à-dire qu'entre la crête de chacune des formations dunaires, on va avoir 10 mètres à peu près, et puis on va voir jusqu'à 20 mètres et plus. Et à partir de ça, eh bien là c'est une carte de la région de Dunkerque, puisqu'actuellement il est question de faire passer dans les dunes des câbles sous-marins. Et on voit ici la zone qui est en fait sur la carte un petit peu plus détaillée en matière de couverture des fonds marins, justement parce que on a besoin de mieux connaître les endroits par où les câbles sont censés passer. Alors on voit que à partir d'une représentation qui est à droite, eh bien, vous voyez les traits bleus. Les traits bleus, ce sont les dunes elles-mêmes. Et puis, donc à gauche, pardon, et à droite, vous avez la représentation coloriée qui, par des jeux de couleurs, représente, comment dirais-je, les différents types de formations d'amplitude dunaire que vous pouvez avoir. Alors ça, c'est à l'échelle locale, à une échelle locale, et voici ce qu'on peut avoir à une échelle un petit peu plus globale. Donc c'est une cartographie qui est récente, mais qui date déjà un petit peu. Olivier, tu avais utilisé pratiquement la même tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est de regarder ces zones assurées qui sont les dunes hydrauliques que l'on a dans toute la zone on va dire de la Manche occidentale. Et vous voyez qu'il y a des formations dunaires, notamment dans cette zone-là. Et également entre Jersey et le Cotentin.
Et nous, on est ici, et les formations dunaires sont de relativement petite taille, puisque elles figurent même pas sur cette carte. Mais attention, cette carte, c'est bien écrit ici, c'est une carte d'enjeu, c'est pas une carte qui est destinée à être ultra précise. Alors une dune, c'est extrêmement dynamique. Comme vous pouvez voir ce plongeur, le mouillage est à droite. Et pour pouvoir faire des films et se représenter, observer ce qu'il y a dans le fond, en période de courant, eh bien, c'est assez difficile. Vous voyez que les vitesses de courant peuvent atteindre, on est au sommet de la dune là, jusqu'à 3-4 mètres secondes. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que c'est extrêmement mobile, extrêmement dynamique. Vous voyez que même des débris coquillés d'assez grande taille sont en mouvement permanent, avec des tourbillons. Et puis même par moment, on voit on voit plus, mais sur la droite de la gauche de la photo, eh bien, on voit des mouvements assez importants de sable, voilà, qui sont très perceptibles. Donc les dunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont des, comment dirais-je, des structures sédimentaires qui dépendent des courants et qui sont structurées du haut vers le bas de la dune et puis du côté exposé vers le côté non exposé. Donc c'est extrêmement différent d'un côté à l'autre de chacune des dunes. Donc c'est des sédiments en perpétuel remaniement, des déplacements de la crête de dune qui peut aller dans certains endroits jusqu'à 25 à 30 mètres par an, et un temps de renouvellement de l'âge et l'âge des dunes elles-mêmes qui n'est pas très bien connu à l'heure actuelle. On ne connaît pas très bien la dynamique des dunes, mais on pense que pour qu'une formation dunaire se réalise à partir de rien, il faut entre quelques décennies et quelques siècles, mais pour le moment, les sédimentologues ne sont pas très au fait de ça. Alors, comme ces milieux sont instables, finalement, ils ne vont pas être très favorables à l'installation des animaux qu'on appelle benthiques, c'est-à-dire des animaux qui vivent dans le fond. On a une faible diversité d'animaux benthiques, donc encore une fois qui vivent dans le fond, et surtout une faible biomasse. On a fait un inventaire de la dune de l'Étendrée qui est juste à l'est de du Cap Fréhel l'été dernier, et on a trouvé des biomasses proches de zéro, c'est-à-dire presque rien dans le sable. Il y a quand même quelques espèces spécialisées comme le bivalve Abra alba, ou alors des différentes espèces d'Ophélia. La boréalis, c'est dans le nord, ici on trouverait d'autres espèces, et puis quelques crevettes qui s'accrochent. Là c'est la famille des Crangonidés, donc c'est proche de la crevette grise, mais c'est une autre espèce qui vit vraiment accrochée grâce à ses petites pattes trapues dans le sable, et qui va se nourrir essentiellement de matière organique morte. Alors pour les communautés de poissons du fond, ce qu'on appelle les poissons démersaux, c'est à peu près pareil. On va avoir des poissons plats. On va avoir, que je n'ai pas représenté ici, parce qu'ils ne sont pas très nombreux à fréquenter ce type de formation dunaire dans cette partie-ci de la Manche. Par contre, en Manche orientale, on trouve des grosses densités de certaines espèces de poissons plats. On va trouver surtout les dragonnets, les calionymes, SP, il y a deux espèces là qui se ressemblent beaucoup, donc je n'ai pas donné le nom. Et puis 5 ou 6 espèces de gobies, Pomatoschistus, de petite taille, mais encore une fois des biomasses relativement faibles. Alors, par contre, pour pouvoir observer les lançons, j'aime bien cette photo parce que on y va à l'étal. Là, contrairement à tout à l'heure où on était obligé de s'accrocher pour pouvoir faire notre travail. Et bien là, on peut carrément se poser. Donc vous voyez les mégarides, et puis immédiatement on voit ces espèces. Donc là ce sont des lançons de petite taille. Alors si on regarde dans le détail, comment dirais-je, eh bien on voit des comportements assez vifs, mais si vous observez bien, vous voyez qu'il y a des lançons qui ne font pas tout à fait la même chose que les autres. C'est-à-dire que d'un seul coup ils vont se tortiller sur eux-mêmes, et bien ils sont en train de se nourrir de plancton marin, parce que les formations dunaires sont extrêmement importantes pour le plancton marin en raison des turbulences qu'il crée. C'est très favorable au plancton marin. On a des densités de plancton, de zooplancton notamment, qui sont souvent plus fortes sur les dunes qu'ailleurs. Et du coup, c'est ce que mangent ces lançons. Alors vous voyez des lançons de petite taille, qui donc, en fait, ils bougent tout autour de nous, mais on ne les effraie pas sur leur comportement naturel. Ils ne nous approchent pas trop quand même, s'éloignent, ils reviennent. Et puis, d'un seul coup, on va voir, les plus gros qui sont à droite. Alors, excusez-moi, c'est pas facile, je ne suis pas un pro, donc c'est pas facile de se cramponner et de filmer en même temps.
sur un matériel assez encombrant. Et puis vous voyez au fond des lançons beaucoup plus gros. Et en fait, leur comportement à ceux-là, s'ils sont en banc et qu'ils nagent dans tous les sens, c'est qu'il y a les lançons plus gros qui sont au fond. Et en fait, qu'est-ce qu'ils aiment, les lançons plus gros? Ils aiment les lançons plus petits, pas parce que c'est leurs enfants, mais parce que c'est bon à manger. Et celui-là qui est là, eh bien, à un moment, si je me rappelle bien, on va le voir faire un petit geste, tac, et voilà. Donc vous voyez, c'est un système de prédation, et voilà ce qui se passe au fond sur ces systèmes dunaires. C'est ce qu'on appelle, reste là, c'est ce qu'on appelle des espèces bentho-pélagiques, c'est-à-dire qu'elles vivent dans le fond, et on va voir plus tard, dans le fond pour se reposer, mais en pleine eau pour manger. Alors on a 6 espèces potentiellement de lançons en Bretagne nord. Je ne rentre pas dans le détail, mais ce que vous pouvez voir sur ces cartes, c'est que certaines espèces, comme notamment l'Hyperoplus lanceolatus, qui est ici, c'était le gros qu'on voyait tout à l'heure et qui a prédaté les autres, c'est une espèce qui est plutôt nordique. On a le Gymnamodites cicerilus, qui est la cicerelle de Méditerranée, qui remonte théoriquement jusqu'à chez nous, mais moi j'en ai jamais vu sur le secteur. Et en réalité, on a 4 espèces de lançons en Bretagne Nord. Alors j'ai commencé par cette plage découverte, en fait, par cet estran sableux, parce que tout le monde sait que c'est là qu'on va pêcher le lançon, mais pas n'importe quelle espèce. Alors en fait, on a des espèces, 3, qui sont des espèces qui se ressemblent. Je vous mets un petit peu au défi, comme ça, de les distinguer sur cette photo. Alors c'est des photos qui ont été prises par un collègue, Samuel Iglesias, de la station marine de Concarneau, et qui fait un atlas des poissons marins du nord-est de l'Europe. Alors, vas-y, clique encore une fois. Donc en fait, vous voyez, il y a 3 espèces, et pour les distinguer, la cicerelle de l'Atlantique, en fait, elle a une nageoire avec une bosse à l'arrière. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point. Elle est un peu plus petite que les 2 autres à la taille adulte. Et puis sinon, pour distinguer les 2 autres, eh bien, c'est simplement une tache ici qui permet de faire la distinction entre ces 2 espèces. Puis il y a aussi des critères dentaires, mais enfin je vous passe les détails, mais c'est très difficile à distinguer. Et la tache là qui est sur le haut du museau, elle n'est pas présente à chaque fois, c'est pas évident du tout. Et puis sinon, dans l'intertidal, il y a l'Amodites obianus, c'est celui-là qu'on pêche essentiellement quand on va pêcher le lançon à pied avec les râteaux et compagnie. Alors justement, ils ont des cycles biologiques qui sont actuellement mal connus. Tout le monde connaît le lançon, à partir du moment où on est sur le secteur. Tout le monde a déjà vu. On peut pêcher, boîter sa ligne à barre avec le lançon. On peut le pêcher parce qu'on veut le consommer. Tout le monde en a entendu parler. Quand on est gamin, on va fouiller dans le sable, c'est rigolo d'en attraper, etc. Donc c'est une espèce qui est connue. Et pour autant, eh bien, son cycle biologique précis est mal connu. Ce qu'on sait, c'est que le sable, c'est un habitat de repos, je vous l'ai déjà dit, mais c'est aussi un habitat de reproduction, puisque la ponte se déroule probablement dans le sédiment. Je dis bien probablement, parce que nous, on a passé des heures à trier le sédiment chez vous, ici, là, pour trouver des œufs, on n'en a pas trouvé. C'est extrêmement mal connu. Et puis, la colonne d'eau, elle est utilisée pour l'alimentation, les déplacements, et ça se fait à l'échelle journalière. La nuit, ou quand les conditions de marée ne sont pas terribles, on aurait plutôt s'enfouir dans le sédiment. Et puis, quand on a besoin de manger ou qu'il n'y a pas trop de courant, on va plutôt être en nage. Et à l'échelle saisonnière, eh bien, il y a des déplacements de reproduction et d'alimentation qui vont s'opérer, qui vont faire que les lançons se dispersent d'une dune à l'autre. Peut-être. On ne sait pas justement exactement quel est le niveau de dépendance d'une population lançon à sa dune. Alors, l'espèce qui fréquente les milieux intertidaux, tu cliques, on l'a déjà dit, c'est l'Amodites obianus, et cette espèce-là, eh bien, vous me croirez ou pas, mais on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle se reproduit, on ne sait pas exactement où elle se reproduit, on sait ce qu'elle mange, à peu près, on sait quelle est sa durée de vie, mais ça s'arrête là. Donc pour gérer, c'est pas facile. Et puis sinon, on a 3 espèces qui fréquentent les dunes subtidales. Alors là, on connaît un petit peu plus de choses, mais ce tableau, là, finalement, c'est une synthèse des travaux qu'on a réalisés depuis 5 ans. On a pu montrer que Hyperoplus lanceolatus, celle qui a la petite tache devant l'œil,
va pouvoir fréquenter soit les milieux intertidaux, mais ce n'est pas son habitat préféré, soit les dunes. Donc c'est intertidal ou subtidal. On va avoir une ponte qui se déroule entre avril et août. Le lieu de ponte exact, on ne le connaît pas. Et des zones de nourricerie éventuelles, c'est là où se développent les jeunes, on ne les connaît pas très bien non plus. La deuxième espèce, Hyperopus immaculatus, qui est plutôt localisée au sud de la Bretagne, puis elle fait des incursions ici, mais elle n'est pas très fréquente en Bretagne Nord. Eh bien, la reproduction se déroule d'avril à juin. Elle est essentiellement subtidale, mais un petit peu intertidale. Et puis, vous voyez, sa taille maxi est un petit peu plus faible. Et enfin, Gymnamodites semiscomatus est vraiment, elle, subtidale. On ne va pas la trouver en intertidale. Elle se reproduit de décembre à mars. Et puis, les zones de nourricerie sont subtidales également. Ça, on va vous le montrer après. Et les lieux de ponte exacts, les habitats de ponte exacts, ne sont toujours pas identifiés. Alors, comment ces espèces peuvent-elles coexister, puisqu'elles sont ensemble au même moment, elles mangent à peu près la même chose? Alors, il y a eu Flora Logier, qui est en photo ici, qui a fait sa thèse au laboratoire, et se poser les questions suivantes. Est-ce qu'elles mangent la même chose? Est-ce qu'elles sont en relation de compétition ou de prédation? Sont-elles présentes sur le site en même temps, exactement? Ça, si elles sont présentes en même temps, il va falloir limiter la compétition alimentaire, ou alors il y a tellement à bouffer qu'on s'en fout, c'est pas un problème. Et est-ce qu'elles se reproduisent au même endroit et en même temps? Pour le régime alimentaire, c'est un peu compliqué, parce que la solution simple, si on vous demande, en tant que ceux qui sont pêcheurs, comment on sait ce que mange un poisson, en le préparant, on va lui ouvrir l'estomac et on va voir ce qu'il a mangé. Alors ça c'est bien parce qu'on sait ce qu'il a mangé ce jour-là, enfin au moment où on l'a attrapé. On ne sait pas ce qu'il a mangé avant, on sait ce qu'il mangera après, c'est-à-dire pas grand-chose, mais alors on a d'autres méthodes que les observations directes qui sont très utiles, c'est la chimie, la biochimie. C'est-à-dire que l'essentiel de ce que l'on mange est composé de carbone et d'azote. Et le carbone et l'azote, vous avez entendu parler du carbone 14, ça c'est un isotope qui n'est pas stable, qui permet donc de dater les fossiles et autres. Et puis il y a des isotopes stables, c'est-à-dire le carbone est sous différentes formes. Et le rapport entre ces deux formes est constant, c'est-à-dire qu'il est constant au travers les chaînes alimentaires, c'est-à-dire que nous sommes ce que nous mangeons. Si je vous fais les ratios isotopiques de l'azote et du carbone, je saurai à peu près quel est votre régime alimentaire, s'il est plutôt carné, si vous êtes des mangeurs de nouilles ou des mangeurs de légumes. Voilà. Donc c'est un petit peu pareil pour nos poissons. Et on a une règle qui est établie, c'est que, en fait, à chaque fois qu'un animal va consommer un autre animal, il va avoir la même signature, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que le carbone va s'enrichir de 1 pour 1000, le rapport, donc, et l'azote de 3 pour 1000. Donc, si vous mettez les différentes espèces de lançons sur ce graphique, vous voyez qu'entre Immaculatus et Semiscomatus et le Lanceolatus, le plus gros, qui a une tache là, et bien vous voyez, il y a un rapport de 3 et de 1. Donc, celui-là, c'est bien un prédateur de ces deux-là. Donc ça, c'est la première chose. Donc on sait ce qu'ils mangent, et on sait qu'ils mangent plutôt du zooplancton. Les petits mangent plutôt du zooplancton, et les gros mangent plutôt d'autres poissons, notamment leurs petits copains lançons. Alors je vous disais tout à l'heure, on n'a jamais, nous personnellement, encore trouvé d'œufs de lançons dans le milieu naturel. Des collègues sur l'espèce est-américaine ont fait le même travail. Ils ont soit été plus patients, soit ils sont plutôt arrivés au bon moment, ce qui n'a pas été notre cas. Et ils ont pu distinguer, alors il faut trier des kilos et des kilos de sable, parce que ça se passe quand même dans le sable, ça on en est certain, en tout cas pour l'espèce américaine. Et vous voyez ici qu'il y a un certain nombre d'œufs qui sont là, des œufs de différentes espèces. Et l'œuf de lançon, qui est très rusé, enfin qui est très embêtant pour le scientifique, eh bien, il est complètement encastré dans des grains de sable. C'est-à-dire qu'il colle sur les grains de sable. Alors ça rend la tâche encore plus difficile. Et du coup, ces auteurs ont pu montrer quel était le
le grain, quelle était la granulométrie idéale pour la reproduction. Deuxième manière de travailler, alors c'est un petit peu moins ragoûtant, eh bien, c'est de travailler sur le rapport gonadosomatique. C'est-à-dire qu'on va disséquer le poisson et on va mesurer la masse, le poids des gonades par rapport au poids de corps. Donc ça, c'est des dissections. Vous avez ici des gonades de mâles, de femelles, pardon, de mâles. On voit les œufs ici, là, qui sont complètement à gauche. Et on va voir à quel est le moment dans l'année, si on va régulièrement sur le terrain, où le rapport gonadosomatique est le plus fort. C'est comme ça qu'on a pu déterminer les périodes de ponte les plus probables. Mais sachez qu'on a eu quand même un petit souci, c'est qu'on n'est jamais tombé exactement en période de ponte, alors qu'on a pêché presque toute l'année. Bon, pas tout à fait, parce que quand il fait un temps comme ça, on ne sort pas. Voilà, ça peut, vous pouvez... J'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Et puis, deuxième chose, c'est qu'on va travailler sur les otolithes. Alors, tiens, il y a une diapo qui n'est pas dans le bon ordre. Alors, les otolithes, c'est quoi? Auto, c'est otorhinolaryngos, c'est l'oreille. Et litho, c'est la pierre. Donc, c'est les pierres d'oreille, c'est-à-dire, c'est des concrétions calcaires qui sont localisées dans l'oreille interne des poissons. Alors, ils n'ont pas des pavillons, les poissons, mais ils ont une oreille interne, comme nous. Et l'avantage de ces concrétions calcaires, c'est qu'elles grandissent tout au long de la vie du poisson. Et contrairement à nos os, ce ne sont pas des os, nos os se renouvellent en permanence. Les leurs aussi d'ailleurs. Par contre, les otolithes ne se renouvellent pas. Alors nous aussi humains, nous avons des otolithes pour la petite histoire, mais nous en avons des milliers. Et puis, ils n'ont pas les mêmes propriétés. C'est-à-dire que là, vous voyez exactement comme sur les cernes d'un arbre. Alors c'est un otolithe qui a été poncé dans son centre. Vous voyez ici l'otolithe qui est préparé. Et vous voyez des zones sombres, des zones claires, des zones sombres. C'est des alternances de saison, hiver, été. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. C'est qu'ici, vous avez on peut distinguer par la morphologie fine de nos otolithes, on peut distinguer les zones larvaires, le premier été, le premier hiver qui est sombre, le deuxième été et le deuxième hiver. Alors, grâce à ça, on a pu montrer les courbes de croissance. Alors là, on est sur l'otolithe. Donc ne cherchez pas à savoir la taille de l'animal, on est sur la croissance de l'otolithe en micromètres par jour. Donc c'est tout petit, et je vous promets que les personnes qui font ce travail-là, il faut qu'elles soient armées de patience. Il y en a une ici, c'est Laure qui a préparé certains de ces échantillons. Et vous pouvez voir que sur les trois espèces, les vitesses de croissance de l'otolithe ne sont pas les mêmes. Et surtout, encore une fois, on va voir que c'est la rouge, donc l'Hyperoplus immaculatus, qui a une vitesse de croissance de l'otolithe la plus rapide. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le Lanceolatus, il y a une rupture de croissance entre 0+, et 1+, c'est-à-dire entre la première année, entre la naissance et la première année. Alors, ça nous a permis, je ne rentre pas tout à fait dans les détails, mais vous voyez ici que sur les Hyperoplus lanceolatus, il y a deux schémas qu'on a repérés sur l'otolithe. Et ça nous apprend qu'il y a des naissances au printemps et des naissances en hiver. Donc il y a deux périodes de ponte pour cette espèce, contrairement aux deux autres qui n'ont qu'une période de ponte. Alors, croissance et structure démographique, maintenant on s'intéresse à la taille de nos poissons. Alors, sur l'Hyperoplus lanceolatus, que vous voyez ici, la courbe rouge, c'est les nombres de poissons qui ont des tailles données. Donc ici, là, si vous n'arrivez pas à lire, là c'est 11 cm. Et pour cette espèce, ça va jusqu'à 36. Et on voit que, sur la courbe rouge, on voit qu'il y a des pics. Et puis ici, une forme un petit peu bizarre. Grâce à des méthodes de décomposition polymodale mathématique, on arrive à voir qu'en fait, il y a trois cohortes, c'est-à-dire trois groupes d'âge. 1+, c'est-à-dire des bestioles qui ont pratiquement 2 ans, un peu moins de 2 ans, 2+, en vert, un peu moins de 2 ans, et 3+, un peu moins de 4 ans. Donc ça vous donne l'âge max de notre population d'Hyperoplus lanceolatus, mais ça nous montre aussi qu'on n'a pas les petits. Il nous manque le 0+. On ne les a jamais trouvés. Alors, c'est pas parce qu'ils ne sont pas là, forcément, c'est peut-être parce qu'on n'utilise pas les bonnes mailles pour les capturer.
Donc pour la seconde, c'est une structure tout à fait différente. Donc Immaculatus, on ne trouve ni les grands ni les petits. Donc ça nous montre que cette espèce n'arrive qu'à un moment donné dans sa vie sur les dunes. Et par contre, pour l'autre espèce, eh bien, on trouve toutes les gammes de taille, même les toutes petites. Alors on ne trouve pas beaucoup, pas parce qu'elles ne sont pas nombreuses, c'est simplement l'histoire de la maille de l'engin qu'on utilise. Donc Hyperoplus lanceolatus à gauche ne se reproduit pas sur le site a priori. Hyperoplus immaculatus ne fait que des incursions à un âge donné. Et Gymnamodites, il passe toute sa vie. Alors, une chose que je ne vous ai pas dite sur la nature de l'otolithe, je vous ai dit que c'était stable, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de renouvellement. Et le grand intérêt de ça pour nous autres scientifiques, c'est que chimiquement, c'est stable. C'est-à-dire qu'une fois que l'otolithe a déposé sa couche de calcaire, la chimie reste stable tout au long de la vie de l'animal. Et ça, c'est intéressant pour nous, parce que la chimie de l'otolithe reflète la chimie de l'environnement. Et comme la chimie de l'environnement marin n'est pas tout à fait stable, eh bien, on peut utiliser cette donnée, cette composition en éléments traces de l'otolithe, c'est surtout des métaux qu'on va chercher, pour retracer l'histoire de vie de l'animal. Alors, vous voyez ici un exemple. Vous avez un otolithe, là on est au centre de l'otolithe. Bon, alors, le centre est là, mais la courbe est décalée, mais le centre est ici. Et on va faire un transect, c'est-à-dire qu'on va prélever, vous voyez ici, là, une ligne dans l'otolithe. Eh bien, c'est une machine extrêmement sophistiquée que nous avons à Pau. Donc on collabore avec l'université de Pau pour ça. Eh bien, on va faire un transect de à peu près 5 à 10 microns de diamètre du centre de l'otolithe jusqu'à la périphérie. Et cette ablation laser, les produits qui sont ablatés, vont être envoyés dans une machine qu'on appelle l'ICP-MS. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais en tout cas c'est un spectro de masse qui va nous permettre de détecter des éléments chimiques à des doses infinitésimales. C'est des doses d'homéopathie. On est à 10 puissance moins 9 molaires pour ceux à qui ça parle, donc c'est très très bas. Donc c'est des éléments traces qui sont extrêmement intéressants sur le plan du traçage environnemental. Alors vous voyez ici, j'ai représenté simplement 4 éléments, le barium, le manganèse, le fer et le zinc. Et vous voyez ici les doses de chacun de ces éléments par les jeux de couleurs, du centre de l'otolithe vers la périphérie. Alors là, autant dire qu'on ne comprend rien. Moi, je suis incapable de vous interpréter ce graphique comme ça visuellement. Mais par contre, avec des méthodes mathématiques, eh bien, on va réussir à connaître la composition chimique et à voir comment elle varie dans le temps. Alors dans le temps, c'est-à-dire du centre, de l'origine de la vie de l'animal, jusqu'à ce qu'on le capture, c'est-à-dire la périphérie de l'otolithe. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y a des signatures extrêmement différentes entre les espèces, avec des signatures qui sont caractéristiques des dunes hydrauliques. Alors là, c'est juste une espèce. De mémoire, c'est Hyperoplus, c'est même pas de mémoire, c'est sûr, c'est Hyperoplus lanceolatus. Et on voit qu'il y a une grande partie de sa vie où l'animal est sur la dune hydraulique, et puis une partie qui est en fait toute la partie larvaire et la première année de vie, l'animal vit ailleurs. Pour Semisquamatus, il y a juste une période très courte où il n'est pas sur la dune. Et pour Immaculatus, on confirme ce que nous disent les histogrammes de fréquence, c'est qu'il n'y a qu'une période très courte où l'animal est sur la dune. Donc en gros, pour Gymnamodites, l'installation, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, se fait un petit peu avant 1 an, c'est-à-dire qu'elles ne naissent pas là, la chimie a pu nous montrer ça, elles ne naissent pas sur les dunes, donc la zone de ponte est ailleurs, et c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé d'œufs. Pour la seconde, Hyperoplus lanceolatus, eh bien, l'installation, il y a 2 types de reproduction, donc c'est soit 1 an, soit 2 ans. Et puis pour Immaculatus, c'est à 2 ans. Et puis la moyenne d'âge est de 3 ans, donc l'animal va y rester à peu près une année, en gros. Période de reproduction, vous voyez que ça confirme, hein, on arrive grâce à la microchimie à détecter quand est-ce que l'animal se reproduit. Quand est-ce que ça confirme ce que je disais tout à l'heure, hein, reproduction entre
janvier et mars. On disait avril tout à l'heure pour Semiscomatus, donc on a une reproduction un peu plus précoce que ce qu'on pensait. Août-septembre, pardon, pour une période de reproduction, mars-avril pour la seconde, et puis avril-mai pour Immaculatus, mais de toute façon ils ne se reproduisent pas sur place et probablement pas au même endroit. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la structure de population? C'est-à-dire structure génétique? Est-ce que la population de la dune, comment dirais-je, de la baie de Lannion, ou des dunes de la baie de Lannion, sont isolées, c'est-à-dire que si on porte atteinte à cette population, c'est une population qui disparaît, ou est-ce qu'elles sont en échange permanent avec les autres milieux favorables? Rappelez-vous toutes les taches jaunes qu'il y avait à l'échelle de cette carte que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a pas mal d'habitats favorables. Donc on n'a pas fait d'études de génétique de population pour des raisons que je vous passerai. En gros, ça n'a pas été possible. Si je peux détailler un petit peu pourquoi ça n'a pas été possible, ben c'est parce que c'est très compliqué de se procurer des lançons. Ça paraît pas comme ça, tout le monde en pêche, mais pour les avoir en même temps, il faut un gros effort d'échantillonnage et qui dépasse le cadre de l'étude pour laquelle nous étions engagés, c'est-à-dire la caractérisation de la population de lançons de la Pointe d'Armor. Donc ça a été une des raisons pour laquelle on ne sait pas, il y en a eu d'autres, mais ça a été une des raisons qui nous a empêché de réaliser une étude génétique. Mais aussi, la deuxième raison, c'est que l'autolithométrie permet de répondre en partie à cette question. Donc en fait, vous voyez, un certain nombre de populations, c'est ce que je viens de vous expliquer, est-ce qu'elles sont autonomes ou est-ce qu'elles sont en connexion les unes avec les autres? Par exemple, au sud de Guernsey, il y a une très très belle population de lançons, des très belles formations dunaires. Donc est-ce qu'il y a des échanges? Eh bien, voilà comment on a répondu à la question. Eh bien, on a comparé les signatures microchimiques des otolithes de lançons prélevés sur les sites distants. Donc on avait 3 sites. Alors c'était insuffisant, ça contredit un petit peu ce que je disais tout de suite, mais c'est insuffisant pour faire de la génétique parce qu'il en faut beaucoup plus pour en faire. Et la question c'était, est-ce que les signatures se ressemblent ou ne se ressemblent pas? Donc on a comparé notamment la zone externe, puisqu'on sait où on attrape le lançon, donc avec les différentes autres zones pour voir s'il y avait des différences entre zones de l'otolithe, donc entre périodes de vie. Donc on a fait le travail sur les différentes espèces. Vous voyez ici les otolithes, des exemples de courbes sur un certain nombre d'éléments. À partir finalement de regroupements, alors c'est des méthodes statistiques qui permettent de rassembler sur ce graphique chaque point c'est un otolithe, c'est une signature d'otolithe. Donc là on est sur le bord extérieur. Eh bien on voit que il y a une grande ressemblance entre les signatures chimiques des otolithes alors là c'était l'espèce Abodites tobianus, de Lancieux, de la baie de Lannion et des ébillins. C'est très différent. On arrive à discriminer les signatures chimiques presque parfaitement, mais quand je dis presque, c'est presque, puisque par exemple les ébillins, eh bien, il y avait un otolithe qui ressemblait pas mal à ceux de Lancieux ou de Lannion. Vous voyez, il y a des points qui sont un peu perdus, qui ne sont pas tout à fait dans leur zone. Eh bien ça nous permet de dire qu'il y a des échanges. Il y a des échanges de lançons, c'est pourtant loin, Lannion jusqu'aux ébillins. Les ébillins, c'est une presqu'île qui est tout près de 5A en fait. Eh bien, vous avez 100 km à peu près à parcourir, c'est l'autre côté de la baie de Saint-Brieuc. Ça fait une distance quand même pour des poissons qui sont longs comme ça. Eh bien, ça nous indique avec presque certitude qu'il y a des échanges. Donc s'il y a des échanges, eh bien, il y a des flux de gènes, et donc certainement ce sont des populations qui sont communes. Donc la variabilité des mobilités entre les espèces de lançons et entre les individus d'une même espèce nous indique qu'il y a une grande fidélité au site, c'est le cas général, qu'il y a des mouvements entre le milieu intertidal, je ne voulais pas développer, et subtidal, pour l'Anceolatus notamment, et quelques individus présentent des variations de signature qui indiquent des mouvements entre sites distants, donc des probables flux de gènes, et ce qui signifie que la gestion ne peut pas se faire à l'échelle d'un site, mais doit se faire à l'échelle globale.
Alors les lançons sont à la base du régime alimentaire de très nombreuses espèces, alors d'oiseaux notamment, mais pas seulement. L'espèce est donc considérée comme fourrage. Fourrage, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est le foin pour les vaches. Là, c'est la base de l'alimentation pour macareux, foot-bassin. Donc merci à la réserve des Sept-Îles pour cette photo. Jean-Philippe Siblet m'a fourni une photo de sterne avec un lançon dans la bouche. Vous avez ici un lieu. Alors j'ai un film là-dessus, j'aurai pas le temps de vous le montrer, mais on voit très bien ce lieu vient de se baffrer de lançons. Et puis des bars. Voilà. Mais il n'y a pas que eux. Il y a vraiment énormément de poissons, et puis même les lançons entre eux se prédatent, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais là, c'est le paradigme du fou. Oui, ils en mangent, des lançons, mais est-ce qu'ils dépendent de ça seulement? Donc sur les Sept-Îles, plus près d'ici, il y a cette colonie de foot-bassin, mais pas seulement, il y a d'autres espèces, et puis Pascal Probot en parlera tout à l'heure. Il y a des ressources alimentaires variées autour de l'île. Mais ce qu'on a pu montrer, grâce à un travail qui a été fait dans le cadre d'un programme de recherche avec le CEF de Montpellier, donc la CNRS de Montpellier, eh bien, il y a des foot-bassins qui ont été marqués avec des balises GPS en quelque sorte, puis même on leur a mis des caméras. Et d'ailleurs, vous avez ici une photo prise par un foot-bassin qui montre que le foot-bassin, il n'est pas du tout en train de manger des lançons, il est en train de plonger dans les filets des pêcheurs pour se nourrir et ressortir du chalut. Donc, les ressources alimentaires du foot-bassin sont extrêmement variées. Alors bien sûr, autour des Sept-Îles, on va les voir plonger, c'est très impressionnant. Moi, j'ai déjà plongé au pied donc de la colonie, et ils mangent du lançon, c'est sûr. Mais ils ne mangent pas que ça, parce que quand on plonge, qu'on n'est pas averti, et je prétends que c'est mon cas, eh bien, si on ne fait pas attention, le lançon, ça ressemble pas mal au sprat, ça ressemble pas mal aussi aux prêtres, aux attérines. Donc faire le distinguo comme ça, simplement voir un poisson plonger, un oiseau plonger, prendre un poisson, se dire c'est un lançon, c'est pas évident. Voilà. Donc, régime alimentaire très varié, et surtout, ce qu'a montré ce travail, c'est juste une illustration que j'ai tirée d'un rapport qui est sur Internet. Eh bien, on voit que si on marque des foot-bassins ici, vous voyez la distance qu'ils parcourent. Et c'est des trajets alimentaires. Donc ça veut dire que, évidemment, le fait qu'il y ait une belle population de poissons au pied des falaises où se reproduisent les différents oiseaux marins, que ce soit ici ou au Cap Fréhel ou ailleurs, c'est bien. C'est même essentiel, c'est peut-être une raison pour laquelle les oiseaux nichent là et pas ailleurs, mais ça ne suffit pas. La ressource alimentaire n'est pas suffisante localement pour permettre la reproduction d'une colonie comme celle-là. Kilomètres par jour des fois? Ils font, Pascal le dira mieux que moi. C'est autour de 500. Ouais. Voilà. Donc c'est des trajets alimentaires absolument phénoménaux. Hein. Voilà. Alors, on a le bar aussi, ou le loup, ou les lieux. Mais vous voyez, les lieux, ils sont... la photo que j'ai montrée tout à l'heure, où il y avait des lieux qui se nourrissaient de lançons, eh bien c'est juste à la limite roche, sable. Et là, c'est probablement pas l'espèce qu'on a sur les dunes, c'est probablement du Tobianus. Mais en plongée, là, c'est pareil. Si on pourrait penser que c'est du lançon, ça n'en est pas, c'est du sprat. Donc, j'ai pris les photos que j'avais, mais tout ça pour vous dire que c'est assez difficile. Alors le bar, il est encore fusiforme, c'est une adaptation à la nage rapide, mais plus qu'à la nage rapide, à l'accélération. Donc c'est un petit peu le même type de forme que les lieux. C'est des poissons qui chassent plutôt à l'affût. Donc les lançons, c'est pratique, parce qu'ils sont en banc, il suffit d'être planqué à gauche, à droite, en dessous. On fait une attaque fulgurante et on se nourrit comme ça. Donc pour le bar, une des proies privilégiées, c'est le lançon. Les pêcheurs le savent bien. Mais pas seulement, on peut bouetter avec du lançon, on peut bouetter avec du crabe nageur, on peut bouetter avec d'autres choses. Donc c'est un poisson qui est également un prédateur opportuniste, éclectique. Il ne se nourrit pas que de lançon. On peut se dire, tiens, le lien lançon, dune, bar est fort, certes, mais il ne faut pas oublier que le bar, c'est un animal migrateur. Les frayères, c'est dans la Manche occidentale, il n'y a qu'une frayère
majoritaire sur toute la Manche, elle est au nord ici, à peu près à 50 km. La reproduction a lieu en hiver, ça va bientôt commencer, mais les poissons dépendent de l'estuaire, des marais salés, c'est-à-dire que c'est là que vont grandir les petits. Donc si on met tout le paquet sur la dune en se disant on protège la dune, le lançon, donc on sauvera le bar, on n'a pas tort, mais on n'a pas raison non plus. Ça dépend de ça. Les nourriceries, ça ressemble à ça. Marais salés, vasières des estuaires, les herbiers de zoster. Et là encore, si on joue à qui mange qui, c'est-à-dire les petits bars qui vont avoir 10 cm de long à peu près, eh bien, on peut, avec toujours pareil, le ratio isotopique du carbone et de l'azote, on peut faire le même exercice que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va chercher les petites crevettes, on va leur établir le portrait chimique, microchimique, enfin isotopique on va dire, et puis on va voir que nos bars de la baie du Mont-Saint-Michel, de la Rance, de la baie de Saint-Brieuc, de la baie de l'Essai, c'est un petit marais salé au nord du Cotentin, nord-ouest du Cotentin, eh bien on va voir que ces animaux, ces bars, quand ils sont petits, dépendent essentiellement de vertébrés qui dépendent en général des marais salés. Alors là encore, je ne reviens pas dans les détails, mais on a fait un peu le même travail que sur les lançons. On a utilisé les otolithes de bar pour regarder les variations de microchimie de l'otolithe. Et puis, ce qu'on sait donc, ce que je viens de vous montrer, c'est que les zones de reproduction ne sont pas les mêmes que les zones de nourricerie, ne sont pas les mêmes que les zones d'alimentation. Donc le bar est un poisson qui fait partie des grands migrateurs. Pensez que la frayère qui est au nord ici, eh bien, des poissons de la Seine vont y venir pour s'y reproduire, ils ne vont pas aller ailleurs. Alors le concept de nourricerie, très rapidement, pour qu'on qualifie une nourricerie, il faut qu'il y ait une densité de jeunes poissons de l'année plus forte que n'importe où ailleurs. Il faut que les poissons survivent bien dans cet endroit. S'ils meurent tous, la nourricerie n'est pas terrible. Il faut qu'ils grandissent plus vite qu'ailleurs. Donc la nourriture est abondante et de bonne qualité. Et ensuite, il faut qu'ils contribuent au stock adulte. Alors, pour savoir s'ils se nourrissent bien là, isotope stable, je vous l'ai montré. Pour savoir s'ils contribuent au stock, suivante s'il te plaît, eh bien on va faire de l'ablation laser et on peut montrer que des nourriceries de la Seine, de la baie du Mont-Saint-Michel, de la baie de l'Aiguillon et de la Loire sont très distinctes sur le plan chimique. Et on va chercher ces signatures propres aux nourriceries dans le centre des bars adultes qu'on va capturer. Et on va pouvoir dire un certain nombre de bars viennent avec certitude de la Seine, du Mont-Saint-Michel, etc. Donc on va pouvoir connaître leur origine comme ça. Et puis évidemment, il y a un gros programme qui est toujours en cours de marquage des bars sur le secteur et ailleurs d'ailleurs. Je reviens pas, je rentre pas dans les détails de ce programme-là qui est réalisé par l'IFREMER. En fait, la conservation des populations de bars est sous la dépendance de nombreux paramètres. Tout est lié, comme je vous ai dit. Donc c'est à cette échelle-là qu'il faut raisonner. Donc c'est une ressource partagée à l'échelle de la Manche au moins, parce qu'on sait qu'il y a des échanges avec le golfe de Gascogne, mais il y a des frayères différentes aussi. La nécessité d'une approche communautaire, forcément, puisque les nourriceries, la population est commune, les nourriceries importantes sont en Angleterre, mais intercommunautaire aussi, parce que Jersey ne fait pas partie de l'Union européenne, l'Angleterre en fera bientôt plus partie, paraît-il. Le contrôle de la pêche ne suffit pas, c'est important, mais ça ne suffit pas. Vous savez qu'en ce moment, il y a des restrictions de pêche sur le bar, notamment au nord du 48e parallèle, mais on a pu montrer récemment et mettre en place la prise en compte dans les plans de gestion des zones de nourricerie, des habitats de croissance, dont les dunes, et les zones de frayère. Donc il y a des habitats d'importance halieutique, de conservation halieutique, qui sont mis en place sur ces bases-là. Donc en conclusion, les dunes hydrauliques sont des habitats d'importance écologique majeure pour le fonctionnement des écosystèmes marins. Ce sont des habitats écologiques essentiels pour au moins 2 espèces de lançons sur les 4 de Bretagne Nord, et des zones d'alimentation importantes pour de nombreux oiseaux, poissons, mais pas exclusives. Mais on ne comprend pas très bien comment ça marche encore une dune hydraulique. Quelle est la connectivité entre les différents habitats dunaires, la connectivité biologique, c'est-à-dire les échanges, les flux de gènes entre les populations? Quelles sont les dynamiques sédimentaires? C'est-à-dire combien de temps faut-il à une dune pour se constituer ou se reconstituer?
Et quel est le rôle des dunes dans le fonctionnement du compartiment pélagique, donc c'est tout ce qui est zooplancton. Et un autre sujet, c'est que l'inventaire est loin d'être complet. On ne sait pas encore très bien combien il y a de dunes, quels sont leurs volumes, quelles sont leurs caractéristiques, même à l'échelle de la Manche. Et puis, comme vous le savez, ce sont des habitats et des ressources qu'il faut gérer. Mais il faut se rappeler que la mer est un tout indissociable, donc il y a des projets, quand même je ne pouvais pas ne pas le dire, d'extraction de sable, des projets d'énergie marine, la pêche. Alors c'est pas très important la pêche au lançon ici, c'est surtout pour appâter le bar que la pêche a lieu. Et puis historiquement, quand on allait sur la plage à certaines époques de l'année, il y a plein de photos comme ça qui montrent que c'était un sacré truc la pêche au lançon à un moment. Et ça y allait, hein. On ratissait, etc. Et donc l'habitat était bien perturbé. Voilà, c'est juste en attendant vos questions, eh bien il faut considérer la globalité, tout est lié. On ne peut pas se dire je vais gérer ça et tout va bien aller. Il faut penser global, tout est lié. Par exemple, si jamais vous me demandez est-ce que c'est grave de m'amputer cette phalange-là, je vous dire oui, quand même, c'est grave, quoi. Mais est-ce qu'il vaut mieux amputer cette phalange ou celle-là? Je dis je sais pas. J'ai pas envie que vous m'amputiez, mais ni l'une ni l'autre. Et c'est un peu ça qu'il faut éviter quand on travaille sur le milieu marin. Alors là, j'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer, pour finir, la photo, ce film d'une population d'un groupe de bars au pied du Cap Fréhel. Voilà, c'est des paysages, les bars font partie du paysage, c'est des paysages magnifiques. Et pour qu'on ait ces images-là, il faut penser à tout le reste. Voilà. Et puis il faut qu'il y ait des plongeurs aussi qui plongent. Et salut Lynn. Les remerciements, un travail comme, je vous présente quelque chose là, mais c'est un travail colossal qui a été financé, je vous le dis clairement, en partie par la CAN, donc la compagnie armoricaine de navigation, puisqu'ils ont une obligation réglementaire de montrer l'innocuité de leur travail. C'est une collaboration avec plein de collègues, des bureaux d'études, le conservatoire du littoral, les personnels de DINAR, etc. C'est vraiment un très gros travail. Voilà. Merci pour votre attention.